Quel accueil! Quelle ferveur! Quel enthousiasme! En venant jusqu'à vous, en entrant par cette porte et en voulant accéder à ma place, je me suis demandé si j'y parviendrais. Tellement il y avait de bras qui se tendaient vers moi, de mains qui demandaient à être serrées, de joues embrassées. Je n'ai pas pu vous saluer toutes et tous à l'aller. Je le ferai au retour. Je suis conscient de l'honneur que vous me faites en m'invitant ici à La Réunion, première région d'outre-mer de France, ici à Saint-Denis, première ville d'outre-mer. Oui, je suis conscient que vous, Réunionnais, vous êtes attachés viscéralement à la République et que la République doit être avec vous, solidaire de l'engagement, du patriotisme qui est le vôtre. Je salue vos élus, vos parlementaires, tous vos représentants, les forces vives de votre territoire. Vous avez été capables, ici, de faire de la République un creuset, une fusion de toutes les cultures, de toutes les religions, de toutes les origines, de toutes les couleurs, pour en faire le plus bel alliage qui soit, le plus solide, pour résister aux idéologies dangereuses et aux tentations communautaristes. Le métissage, ce que vous êtes là devant moi, c'est une chance, c'est une richesse, c'est l'image même de la fraternité. Je viens pour l'élection présidentielle, je ne vous apprends rien. Nous sommes à 3 semaines du premier tour, du choix important que le peuple va faire pour engager son destin pour 5 ans. Une élection présidentielle, c'est une confrontation entre des personnalités, entre des programmes, des projets, qui d'ailleurs se réduit quand on regarde l'offre qui nous est proposée, entre continuer avec celui qui a dirigé si mal la France ou changer. Et je suis ici pour permettre le changement. La confrontation, et quoi qu'ils en disent les uns et les autres, c'est toujours la même. C'est celle entre la gauche et la droite. La droite n'aime pas dire qu'elle est de droite. Sans doute a-t-elle mauvaise réputation, la droite. Et même le candidat sortant, qui pourtant, à notre connaissance, est bien de droite. Il se disait même d'une droite décomplexée. Les deux étaient vrais. Il est bien de droite et il est bien décomplexé. Mais quand il s'adresse au pays, il dit mais il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, il n'y a que le peuple français. Eh bien oui, il y a le peuple français qui va choisir son destin entre la droite et la gauche. Et je lui demande de le faire dès le premier tour, parce que c'est là que s'inscrira le mouvement qui permettra le changement. L'élection présidentielle, c'est une confrontation, mais ce n'est pas une division. Et je ne veux pas porter ici le message de la stigmatisation ou de la peur ou du rejet. Nous méritons mieux que simplement sanctionner le candidat sortant. Nous portons l'espoir, l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir d'une République plus forte, l'espoir d'un pays qui s'engage vers l'avenir,
Nous portons le rêve français, qui est celui de permettre génération après génération de vivre mieux. Et nous portons, vous portez le rêve réunionnais de la fraternité partagée, de l'envie de vivre ensemble. Voilà le rêve que nous continuons à inspirer aux générations qui arrivent. Je veux être le candidat du rassemblement, de la réconciliation, de l'espoir. Ne vous laissez pas intimider par tous ceux qui s'efforcent de dresser les Français les uns contre les autres, les plus vieux contre les plus jeunes, les actifs contre les chômeurs, les salariés du privé contre ceux du public. Ne vous laissez pas diviser entre celles et ceux qui auraient une religion et ceux qui n'en auraient pas, ou ceux qui auraient telle religion et telle autre. Il n'y a pas d'ailleurs, de ce point de vue, quand je vous regarde, de religion d'apparence. Quand je vous vois, chacune, chacun d'entre vous, je ne vois pas une pratique religieuse sur un visage. Je vois un citoyen, une citoyenne. Je ne connais pas l'apparence, je ne connais que l'appartenance à la communauté nationale. Je refuse aussi les hiérarchies entre les civilisations. Je refuse ce qui distingue les Français selon leurs origines. Je ne connais ici que des citoyens à égalité de droits et de devoirs dans la République. Je n'accepte pas davantage que l'on puisse opposer l'Hexagone et l'Outre-mer. L'Hexagone a besoin de l'Outre-mer, l'Outre-mer a besoin de la République. Nous sommes liés les uns les autres dans une même communauté, dans un même destin. L'Outre-mer n'est pas un fardeau, une charge, un boulet. C'est une chance, c'est un atout, c'est un levier, c'est une fierté pour la France. Et de la même manière, la République, elle est une, elle est indivisible. Mais elle ne craint rien de la diversité, de la spécificité, de l'identité de chaque région d'outre-mer. Et c'est pourquoi moi-même, j'ai dit que la France, si j'étais demain le prochain président de la République, ratifierait enfin la charte des langues régionales pour que puissent être enseignées, diffusées toutes les langues que l'on dit minoritaires et qui sont une partie de notre patrimoine. Mes chers amis, vous le savez tous, la France souffre en cette fin de mandat du candidat sortant. Souffre d'un chômage élevé, d'un pouvoir d'achat affaibli, de déficit alourdi. Or, en ce moment, celui qui est responsable de l'échec, celui qui voulait être le chef de tout, ne voudrait être responsable de rien. Il a d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, quelques talents dans l'usage des mots. Quand le chômage augmente, il considère que la hausse baisse. Quand la croissance s'effondre, il nous annonce que la reprise est là. Et quand les déficits, à un moment, reculent, il oublie de dire que la dette, elle, augmente. C'est sa façon d'assumer son bilan. Il n'y échappera pas. Ce serait quand même trop commode. Ce serait trop simple. Et en démocratie, ce ne serait pas d'ailleurs légitime que celui qui a, à un moment, promis et qui n'a pas tenu, que celui qui a dirigé pendant 5 ans le pays, en mettant son Premier ministre dans le rang de collaborateur, en se substituant à ses ministres, en mettant le Parlement au plus bas, puisqu'il commande lui-même les lois,
qu'il veut faire voter. Et de ce point de vue, chaque jour est une annonce législative de plus. Chaque fait divers tragique, hélas, le conduit à chaque instant à répéter encore l'annonce d'un nouveau texte en nous disant que le précédent, finalement, n'a pas donné le résultat attendu. Oui, ce serait quand même un comble que ce candidat sortant, que ce président sortant ne soit pas jugé sur son bilan, sur son échec, sur son incohérence, sur son inconstance, sur son incapacité à donner à la France une direction, une espérance. Mais si la France souffre, l'outre-mer souffre encore davantage. Tout ici est plus ample, plus intense, plus dur. Le chômage à La Réunion est le triple de ce qu'il est dans l'Hexagone. La précarité, la pauvreté concerne la moitié de la population. L'échec scolaire est le triple de ce qu'il est dans l'Hexagone. L'illettrisme concerne encore 15 à 20% de la population. L'accès aux soins est encore plus difficile. L'espoir d'un logement, plus compliqué encore. Et la vie chère et plus chère encore que dans l'Hexagone. Alors, il y a 5 ans, le gouvernement, le président de la République, nouvellement installé, avait évoqué le développement endogène. Pas facile à comprendre pour la population. Le développement endogène. Mais est-ce que 5 ans après, le développement endogène a créé un emploi de plus? Non. Est-ce que le développement endogène a amélioré le pouvoir d'achat? Non. Est-ce que le développement endogène a réduit les inégalités? Pas davantage. Alors, ce développement endogène n'a été que le désengagement de l'État, l'effacement de la solidarité, l'abandon des politiques publiques. Voilà ce dont l'outre-mer a pâti depuis 5 ans. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est le développement solidaire. Oui, le développement. Parce que nous devons soutenir les économies d'outre-mer. Vous avez des forces ici considérables, des atouts, une richesse, la biodiversité, les énergies renouvelables, un espace maritime, une présence de l'outre-mer sur tous les continents, et la jeunesse, oui, la jeunesse, qui est finalement votre atout, votre capital humain, votre espoir, et qui ne doit pas être regardé une fois encore comme un handicap ou comme une inquiétude ou une angoisse. Et c'est la raison pour laquelle, au nom du développement, il y aura demain un contrat que l'État passera avec chaque collectivité d'outre-mer pour que nous puissions nous donner des objectifs à 5 ans et être capables de fixer les étapes et de savoir ce que l'État doit faire, ce que les collectivités locales doivent prendre comme engagement, et que nous puissions valoriser tout ce que l'outre-mer peut porter comme levier pour l'intérêt du pays et pour le développement national. Mais ce développement sera solidaire. Nous aurons un plan d'investissement que nous proposerons à l'échelle de chaque territoire, notamment pour les transports dont vous avez tant besoin, mais aussi pour l'autonomie énergétique qui doit être un objectif pour chaque région d'outre-mer et notamment pour la vôtre. Nous améliorerons encore les mécanismes de la défiscalisation pour mieux cibler et pour mieux encourager encore l'investissement. Nous soutiendrons par une politique du logement l'activité du bâtiment et des travaux publics, parce que ça doit être des emplois ici,
localisée pour permettre à la fois de se loger et en même temps de créer vous-même les conditions de votre croissance. Il y aura aussi la banque publique d'investissement qui aura dans chaque région d'outre-mer son établissement, son relais avec les régions pour apporter les capitaux qui manquent aux entreprises, soutenir leur développement, intervenir dans leurs investissements et permettre à chaque fois qu'un projet peut avoir un sens, une utilité pour un territoire, il puisse être soutenu. Nous aurons aussi la mobilisation de l'épargne nationale, qui atteint d'ailleurs un niveau record, pour aller vers l'investissement et l'investissement productif. Nous remettrons davantage d'emplois aidés. Oh, que n'avait-on dit sur les emplois aidés? C'était l'assistance. C'était en définitive des emplois publics. Et je ne sais pas pourquoi. Vous avez dû avoir un mouvement social ces dernières semaines, mais d'un seul coup, le préfet a mis à disposition des collectivités les emplois aidés qu'elles demandaient depuis tant de temps et qu'elles n'obtenaient pas. Oh, j'ai une autre hypothèse de travail. Est-ce qu'il n'y aurait pas des élections qui arriveraient? Est-ce qu'il n'y aurait pas cette tentation de calmer les colères et d'améliorer les statistiques? Eh bien, nous considérons que les emplois aidés doivent être une partie de la réponse, pas la seule réponse. Qui peut croire que c'est simplement en mettant des emplois auprès des associations, auprès des collectivités locales, que nous pourrons donner à ces jeunes ou à ces chômeurs de longue durée une perspective durable? Non. Mais ce sera une partie de la réponse. La question majeure, c'est de savoir ce que nous voulons promettre à la jeunesse de l'outre-mer. Je suis allé avec Victorin Lurel dans tous les départements, territoires d'outre-mer. Et à chaque fois, j'ai eu cette même révélation, ce même choc. 60% des jeunes partout en outre-mer sont au chômage. Et si nous n'y répondons pas dans les 5 prochaines années, c'est une colère qui sera irrépressible, c'est une rupture qui se produira. Ce sont des changements violents qui nous seront imposés. Je m'y refuse. C'est un moment très important pour l'outre-mer et pour la France. Je dois être capable, c'est ma mission, c'est mon devoir, de dire à cette jeunesse de France, mais aussi à cette jeunesse d'outre-mer qui doute, qui s'inquiète, qui est près de la rupture, je dois dire à cette jeunesse qu'elle aura toute sa place dans la France de demain. Et que le premier engagement que je prends est pour l'école de la République, pour l'école ici, à La Réunion, où vous avez été frappés, comme partout, par les suppressions de postes. Encore 160, où ce sont les filières, pour les élèves les plus en difficulté, qui ont été les plus sacrifiés. Et donc, je devrais remettre davantage de moyens, et parmi les 60 000 postes que j'ai annoncés pour les 5 ans qui viennent, pour l'éducation nationale, une part, bien sûr, viendra ici, en Outre-mer, parce que nous avons besoin de formation, d'éducation, de qualification, d'une première chance, d'une seconde chance, d'une troisième chance, pour qu'aucun jeune ne soit considéré comme oublié, abandonné, relégué dans la République. J'ai pris un autre engagement, qui est qu'aucun jeune de 16 à 18 ans ne restera sans solution. Soit il sera en apprentissage, soit en formation, soit en service civique. Mais je ne peux pas admettre ici, comme ailleurs, la déscolarisation et en définitive la rupture du lien qui s'établit entre une nation et sa jeunesse. Nous
mettrons une part des 150 000 contrats d'avenir ici en Outre-mer. Le contrat de génération s'appliquera aussi en Outre-mer. Et nous ferons en sorte que la politique de l'emploi soit changée. J'ai entendu les messages qui m'ont été adressés. J'agirai pour que les emplois qui se créent ici reviennent en priorité à ceux qui vivent ici. Il ne s'agit pas de réserver des emplois. Mais il n'est pas juste que les jeunes réunionnais qui ont fait l'effort de se former ne trouvent pas un débouché au terme de leur parcours scolaire, voire même universitaire, et soient obligés ou de partir, ou d'attendre un emploi qui ne vient jamais, ou d'en accepter un très loin de ce qu'est leur qualification et de ce qu'ils attendaient après tant d'efforts consacrés à leur formation. Nous ferons en sorte que les jeunes puissent préparer ici leurs études pour passer les concours de la fonction publique. Un certain nombre de ces concours seront passés ici, à La Réunion. Des recrutements locaux seront encouragés dans la fonction publique d'outre-mer. Parce que c'est un droit que nous devons donner, une espérance que nous devons lever. Et ça vaut aussi pour le secteur privé. Lorsque des emplois sont créés, faisons en sorte que ce soit d'abord ceux qui habitent ici, ceux qui se sont formés ici, ceux qui espèrent vivre ici, ceux qui ont leur famille ici, puissent avoir la possibilité de les occuper. Mais je veux venir au sujet qui a, hélas, été posé par les mouvements de ces derniers mois, la vie chère. Il n'est pas acceptable que vos biens et produits dans les supermarchés ici à La Réunion coûtent 50% plus cher, voire presque parfois le double, que le même produit, le même bien dans un magasin de l'Hexagone, sans justification. On me dit c'est la distance, c'est le transport, c'est la fiscalité. Mais la TVA est plus faible ici, comment comprendre? Eh bien vous le savez maintenant. La solution, ou plus exactement, le problème, c'est ces réseaux de distribution, ces monopoles, ces abus de position, ces arrangements, ces intermédiaires, cette rente. Et donc, la solution, c'est la transparence, c'est la concurrence, c'est de mettre de nouveaux opérateurs là où ils sont attendus. Et nous utiliserons tous les moyens juridiques pour contraindre et pour faire en sorte qu'il puisse y avoir tous les contrôles qui puissent se faire. Et toutes les luttes nécessaires seront menées contre ces monopoles, contre ces cartels, contre cette organisation du marché qui pénalise d'abord les consommateurs. J'instaurerai aussi un bouclier qualité-prix pour garantir que les produits de première nécessité soient vendus à des prix raisonnables. Nous ferons en sorte aussi, avec les collectivités locales, de créer des plateformes logistiques pour qu'il puisse y avoir du stockage et éviter ainsi qu'il puisse y avoir la spéculation sur un certain nombre de produits. Je mettrai également un terme à la distorsion dans les tarifs de télécommunications. Comment peut-on accepter que le téléphone coûte plus cher en Outre-mer que dans l'Hexagone? Comment peut-on admettre que les tarifs bancaires soient plus élevés ici que dans l'Hexagone? Comment peut-on comprendre que les carburants soient plus chers que dans l'Hexagone alors que les taxes sont plus faibles ici à La Réunion? Et que ce soit d'ailleurs le Conseil régional de La Réunion qui a été obligé de compenser les pertes occasionnées par le blocage du prix des carburants en dit long sur le désengagement de l'État. Ça aurait dû être l'État lui-même qui vienne en solidarité des Réunionnais et pas une collectivité publique.
gel des prix d'ailleurs qui s'arrête à l'occasion de l'élection présidentielle. Là encore, coïncidence troublante. Et puis nous avons aussi, si nous voulons réfléchir au moyen et au long terme, à développer les productions locales, à installer des entreprises qui puissent produire les biens qui sont consommés par les Réunionnais et à faire venir davantage de produits de la grande région que vous connaissez autour de vous pour que les prix soient les plus bas possibles pour les consommateurs. Voilà les grands engagements que je voulais prendre devant vous. Pour la jeunesse, pour l'emploi, pour le développement, contre la vie chère. Mais je veux aussi vous dire ce que j'attends de vous. La Réunion dans l'océan Indien, c'est une influence de la France dans ce grand environnement qui vous entoure. Vous faites rayonner la France. Et l'État doit se montrer moins frileux pour sa diplomatie qu'il l'est jusqu'à présent. Et donc dans les organisations régionales, dans ces commissions de l'océan Indien, je souhaite que vos élus représentent la France pour discuter de l'avenir de cette grande région. Nous n'avons rien à craindre, là encore. C'est la liberté dont, ici, il était rappelé qu'elle vient toujours de la gauche. La gauche fait confiance aux élus de la République. La gauche fait confiance au territoire. La gauche fait confiance aux citoyens. Et donc nous sommes toujours dans la même idée de l'émancipation, de la liberté, de la justice, de la culture. Parce que ici, vous faites rayonner aussi la culture de France, de toutes les cultures que vous pouvez également créer par votre diversité. Faites rayonner la France et nous vous appuierons dans tous vos efforts, dans toutes vos contributions. Je sais, pour revenir à la campagne présidentielle, parce que dans 3 semaines, vous allez prendre une décision. J'ai compris qu'ici, vous étiez déjà plutôt bien orienté. Enfin, nous ne sommes pas tout seuls. Je ne suis pas le seul candidat qui va venir à La Réunion. Vous en avez déjà reçu. Je ne suis pas sûr que l'extrême droite puisse être une réponse au malheur, aux colères, aux frustrations des Réunionnais. Comment pourrait-il se trouver un citoyen ici à La Réunion qui puisse penser qu'une candidature d'extrême droite, d'exclusion, de repli, de rejet puisse être une aspiration digne de votre histoire et qui soit en rapport avec votre lutte à chaque fois pour votre liberté et votre émancipation, de que aucun citoyen de La Réunion puisse être tenté par ce choix. Je sais aussi qu'il y a eu un autre candidat de la gauche. La gauche est diverse, elle l'a toujours été. Vous faites en sorte ici de vous rassembler. La droite, elle, ne s'est pas trompée. Le candidat sortant a tout fait pour dissuader toute autre candidature que la sienne. Pour certains, cela n'a pas été difficile de les convaincre, ils y étaient déjà prêts. Pour d'autres, il a dû faire usage de pression, j'imagine. Ils n'ont pas résisté très longtemps. Pour d'autres encore, il a suffi de les priver de signature. Il n'empêche, la droite, elle, ne présente qu'un seul candidat. Et la gauche est toujours capable de faire fleurir toute sa diversité. Eh bien moi je vous le dis, si vous voulez le changement, si vous voulez gagner, si vous voulez un autre avenir, faites en sorte que ce soit dès le premier tour que vous donniez cette impulsion, cette direction, cette dynamique. J'ai su aussi, par quelques confidences qu'il m'avait
été faite. Que vous alliez bientôt recevoir le candidat sortant. On me dit que c'est jeudi. Il sera, à mon avis, tout à fait prêt à vous délivrer toutes les promesses que vous attendez de lui, ou plus exactement, que vous n'attendez plus. Son imagination est sans limite, ses capacités d'improvisation insoupçonnées. Il vous promet des grands pâturages, il vous promet de développer la francophonie dans un environnement anglophone, il vous promettra tout. Il paraît que cet après-midi, il a promis une banque pour les jeunes. À regarder de près, il ne s'agissait plus de banque, mais de caution qu'il serait possible d'apporter à des jeunes qui voudraient entreprendre. Mais ce qui compte, ce n'est pas de créer je ne sais quelle banque pour les jeunes, ce qui compte, c'est de réformer le système bancaire dans son entier pour qu'il y ait un apport de crédit à tous ceux qui veulent entreprendre, qui veulent investir, qui veulent embaucher. Ah mais, moi je m'attends à tout pendant encore 3 semaines. Il dira tout ce qu'il n'a pas pu faire et qu'il voudrait faire pour les 5 ans qui viennent. Il inventera je ne sais quelle proposition pour impressionner, n'importe quel projet de loi pour satisfaire je ne sais quelle inquiétude. Eh bien, posez-vous une question simple. Pourquoi ce qu'il promet aujourd'hui, il ne l'a pas fait hier? Et pourquoi faudrait-il le croire aujourd'hui alors qu'il a manqué à tous ses engagements pendant 5 ans? Mais moi je pense qu'il faut respecter ceux qui ne voteront pas pour nous et qui peuvent voter pour lui. C'est la loi dans la démocratie. Je veux même leur donner un certain nombre d'arguments à ceux-là, puisqu'ils ne sont pas si nombreux à La Réunion. Tous ceux qui pensent que la France va mieux en 2012 qu'en 2007 doivent voter pour le candidat sortant. Tous ceux qui pensent que le pays a changé en mieux doivent voter pour le candidat sortant. Tous ceux qui pensent que le chômage a baissé, que le pouvoir d'achat a augmenté, doivent voter pour le candidat sortant. Tous ceux qui imaginent que les inégalités se sont réduites doivent voter pour le candidat sortant. Et ici, Réunionnais, si vous pensez que la Réunion a été bien traitée, votez pour le candidat sortant. Pour tous les autres, pour ceux qui ne pensent pas que le pays aille mieux aujourd'hui, pour tous ceux qui pensent qu'ils ont été trompés, abusés depuis 5 ans, pour tous ceux qui pensent que le changement est venu, alors je vous le demande, venez voter le 22 avril pour le changement. Sans doute à La Réunion, viendra dire à ses partisans, avec cette voix dont je ne sais si elle relève de la peur, de l'inquiétude ou de la confiance en lui-même, c'est possible. Dans le pays, c'est moins sûr. Il viendra dire aux Réunionnais, aidez-moi. Eh bien oui, Réunionnais, aidez-le à partir. Il est temps. Aidez-vous
avenir différemment. Aidez-vous à changer. Aidez-vous à prendre votre destin en main. Aidez la gauche à arriver de nouveau aux responsabilités du pays. Et si vous voulez vous aider, venez participer massivement au scrutin du 22 avril. J'en connais toujours, partout en France, qui vont dans les manifestations, qui expriment leur colère, qui signent des pétitions, qui font grève. Mais ce que je leur demande, au-delà de cette colère, au-delà de ces manifestations, au-delà de ces pétitions, au-delà de ces conflits, s'ils veulent changer, c'est tellement plus simple de prendre un bulletin de vote et de l'utiliser pour permettre que l'avenir soit différent du présent. Le plus bel acte civique, la plus grande décision dans une démocratie, la plus grande élévation d'esprit dans une communauté nationale, c'est un moment de prendre soi-même la responsabilité. On se dit toujours, mais que vais-je apporter par mon seul suffrage? Les autres feront le travail pour moi. Non, c'est vous, chacune, chacun d'entre vous, qui allez faire le travail pour tous. Il y a, dans un vote pour l'élection présidentielle, quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, et dont je suis aujourd'hui, en définitive, à la fois l'instrument et, j'espère, demain, le bénéficiaire en votre nom de tous. Il y a quelque chose qui fait que, par l'addition de chacune de nos volontés, nous allons créer un mouvement irréversible. Nous allons créer un espoir nouveau. Oui, ça s'appelle le miracle du suffrage universel, de la démocratie. Un dimanche, le 22 avril, puis un autre dimanche, le 6 mai, des millions de citoyens vont, chacune, chacun, avec sa propre conscience, décider en prenant le même bulletin, pas tous, mais au moins une majorité d'entre eux, de créer l'histoire elle-même. Vous allez faire l'histoire de votre pays. Vous allez faire votre destin. Vous allez décider pour la génération qui vient. Moi, je m'adresse à la jeunesse, non pas pour elle-même, non pas pour la flatter, non pas pour obtenir son suffrage. Je m'adresse à la jeunesse pour emmener toutes les générations de France, tous les citoyens, toutes les catégories sociales, toutes celles et tous ceux qui se disent « Mais pour ma vie, quel est le plus important? Quel est le sens que je veux donner à mon choix? Je veux que mes enfants vivent mieux que moi. Je veux laisser une planète, une Europe, une France plus belle que celle que nous avons reçue. C'est ça notre mission. C'est ça notre devoir. C'est ce qui fait que nous donnons un sens à notre vie, au-delà de nos croyances, de nos convictions. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre existence? Eh bien, nous voulons que nos enfants vivent mieux que nous. Et c'est ce message, c'est cette mission, c'est cette responsabilité que j'ai dans cette campagne présidentielle pour appeler devant vous, ici, à La Réunion, au vote. Je veux que la participation soit la plus élevée possible. Je veux que le premier tour soulève un mouvement qui sera irrépressible. Rien n'empêchera le changement, rien n'empêchera le mouvement, rien n'empêchera la victoire. Elle est là, elle est à votre portée. Décidez-la dès le 22 avril pour La Réunion, pour la France et pour la République. Merci.